Tu n'y vas pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Ouais, mais voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un podcast spécial championnat du monde, spécial même championnat parce qu'on va parler un petit peu des Europes également avec cette semaine de championnat du monde en Suisse. Alors forcément, si on est chez les Suisses, on va tout de suite présenter mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, FP, les championnats du monde, ils sont chez toi, donc c'est toi qui vas être à la manette, à la manœuvre de ce podcast et on a quelqu'un avec nous quand même, comme d'habitude. Bah oui. Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut FP, salut Guillaume. Bon, alors il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en Suisse, t'as vu, il n'y a pas beaucoup de gros cols à Zurich, mais par contre ça monte quand même fort. Les dénivelés, on en parlait juste avant l'émission. Il faudra revenir un peu sur ce parcours qui va être assez bluffant. Déjà, juste un petit mot parce que on a quand même déjà un champion du monde français et pas n'importe lequel, Paul Sexas. Julien, t'en penses quoi? Tu penses que c'est l'élu? Alors, tout le monde pense que c'est l'élu. Alors, moi, je vais nuancer. On en a eu beaucoup des champions du monde juniors qui devaient gagner le Tour de France. Tout écrasé. On va penser à des Sicard, on va penser à des Le Cuisinier qui n'ont jamais percé derrière. Donc, on va modérer un petit peu la chose. On va le laisser grandir tranquillement et on verra après. Guillaume? C'est le successeur de Bernard Hinault, Paul Sexas, 18 ans bientôt, qui vient d'avoir 18 ans ce 24 septembre. Non, je déconne. Non, je rejoins un peu Julien, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, au-delà d'être champion du monde, il est champion du monde en contre-la-montre. Et je trouve que c'est là la grande différence parce que c'est un très bon grimpeur. Il est, il fait partie des meilleurs juniors de sa génération avec le Danois notamment Albert Witten Philipsen. Mais là, il remporte un titre en contre-la-montre, en ayant travaillé l'exercice, capable de bien grimper. Donc forcément, c'est à partir de ça qu'on se projette sur l'avenir et pas seulement sur le titre de champion du monde en lui-même. Il peut très bien être capable aussi de faire le doublé avec la course en ligne parce que c'est un profil qui le correspond aussi parce que en Suisse c'est un sacré chantier quand même FP. Oui, sacré chantier évidemment. Alors ça va vraiment monter descente. C'est constamment ça sur ce parcours. Alors ils partent de Winterthur pour arriver à Zurich, 273 km, quasiment 274. Chez les seniors. Chez les grands, oui, tout à fait, chez les grands garçons, comme on dit. Chez les femmes, on y reviendra tout à l'heure avec Julien, évidemment. Mais restons d'abord sur les hommes parce que il y a quand même 3 grands favoris qui se dégagent. Vous allez peut-être dire s'il y en a plus, mais on voit évidemment mal comment Remco Evenepoel pourrait pas se mêler à la lutte pour garder son maillot. Et derrière, on a quand même un Tadej Pogačar et puis aussi Mathieu Van Der Poel. Alors moi, j'en ai un 4e qui est un ressortissant suisse d'ailleurs, qui marche pas trop mal en ce moment. Marc Hirschi. Ouais, Marc Hirschi. Est-ce qu'il pourrait venir jouer les arbitres? Oui, effectivement. Alors après, Marc Hirschi, c'est toujours pareil. On le voit sur des courses. Alors, il a fait sur des belles courses aussi, mais je trouve que Marc Hirschi, depuis ses victoires, notamment, quand il avait été gêné par Alaphilippe à Liège, je trouve qu'il a gagné beaucoup de petites courses. Tu vois, pas les courses où il y a vraiment beaucoup de concurrence. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Julien? Ouais, je vois, mais tu gagnes quand même pas le Pantani en étant en semi-forme. Non. Il y a ça aussi. Mais je dirais, c'est le coureur. Est-ce que tu mettrais dans les favoris tout de suite, tu vois, c'est ça. Moi, en outsider, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que dans les favoris, Hirschi fait partie? En outsider, en favori, il ressort pas tout de suite. Guillaume? Même par rapport à Mathieu Van Der Poel, moi je me pose la question parce que il y a un certain dénivelé sur ce parcours. C'est vrai que le thème on l'a préparé ensemble. J'avais mis, c'est vrai, Pogačar avec Evenepoel et avec Van Der Poel, les 3 ensemble. Mais j'ai l'impression qu'avec un tel dénivelé et apparemment aussi un vent défavorable sur la partie retour dimanche, j'ai l'impression que ça peut un peu niveler, pas les niveaux, mais je me pose plusieurs questions. Je me pose la question de savoir comment Van Der Poel va réagir face à ce dénivelé très important. Je me pose la question de savoir comment va se passer enfin le duel attendu entre Pogačar et Evenepoel sur une classique. Pas sur 3 semaines de course comme on a vu au Tour de France. Là, je veux vraiment les voir face à face.
j'ai pas réellement de référence de bataille entre Pogačar et Evenepoel sur un tel parcours, là où par exemple Pogačar met une pilule à tout le monde sur Liège-Bastogne-Liège cette année, alors que Van Der Poel était au départ, il me semble, a fait troisième derrière Bardet, deuxième. Donc je me pose beaucoup de questions, et après Marc Hirschi, c'est vrai qu'il est un peu le quatrième larron, parce que il est dans une forme assez impressionnante, notamment depuis qu'il a officialisé son départ à la Tudor, et ça l'a peut-être libéré, et peut-être qu'il aura surtout envie à domicile de mater Tadej Pogačar pour lui dire, tu vois mon coco, c'est toi qui as été leader sur toutes les courses, mais j'étais capable de te battre. Et il y aura peut-être une petite revanche de la part de Marc Hirschi qui vraiment termine la saison en trombe. Au niveau des favoris, on parle aussi de Remco Evenepoel évidemment, qui est sur une forme énorme également quand même, on peut le dire. Une saison exceptionnelle pour lui. Est-ce que c'est pas ça aussi, Evenepoel, c'est pas lui qui peut aussi montrer à quel point c'est un grand champion encore une fois en battant un Pogačar où on sait pas à quel niveau il se situe, quoi. Donc Evenepoel, quand on le voit, on l'a vu courir il y a pas trop longtemps, on voit qu'il a quand même les jambes. Est-ce que c'est un peu Evenepoel contre le reste du peloton au final, parce que Pogačar, on sait pas trop ce que ça vaut pour l'instant. Je pense que ça va être, c'est un peu comme, je vais te rejoindre là-dessus, ça va être Evenepoel contre le reste du peloton. Non. Vu la démonstration qu'il a faite en chrono non. cette semaine, tu t'alignes pas Ghana si t'es pas bon, si t'es pas en forme, sur un parcours qui était assez vallonné. Mais je pense que Evenepoel peut mater Pogačar. Il y a une revanche du Tour de France à prendre. Les gars, Pogačar, il fait du tricot ou quoi? Non, mais c'est parce que Pogačar, on sait pas encore à quel niveau il se retrouve. Enfin, moi, Pogačar, c'est toujours pareil. Quand il est motivé et puis qu'il est en forme, il est imbattable évidemment. Mais un Remco Evenepoel en forme comme il est aujourd'hui. T'as vu ce qu'il a fait à Montréal avec sa victoire en solitaire, parce que sur Montréal, être capable de boucler un tour et demi tout seul pour aller l'emporter en solitaire, face à des pelotons de 20-30 derrière, c'est quand même assez impressionnant. Alors même si tactiquement la poursuite a perdu face à Pogačar, et si ça s'était vraiment organisé, il était capable de revenir, mais quand même Pogačar, moi je trouve qu'il a montré, notamment cette saison, que quand il vise un objectif, il est en forme au moment où il arrive sur l'objectif. Notamment, je pense à Liège-Bastogne-Liège, où il court pas. Il reprend Strade Bianche au mois de mars, boum, il gagne. 2 semaines après, il va sur Milan-San Remo. Bon, il tente de décrocher Van Der Poel sur une giclette, une seule. Alors, je pense qu'il y en aura plusieurs dimanche. 3e. Bon, il fait ensuite au Tour de Catalogne, il enquille tout le monde. Il revient un mois plus tard à Liège-Bastogne-Liège, boum, il gagne, il met pilule à tout le monde. Et après, derrière, il va sur le Tour d'Italie, il met pilule à tout le monde. Je trouve qu'il a une capacité à cibler son objectif et être tout de suite en forme, qui me fait dire que en fait il arrive au championnat du monde où il va être affûté. On l'a vu hyper affûté au Canada, où il fait 7ème à Québec 2 jours avant la victoire à Montréal, en tentant d'attaquer avec les Lotto Destiny à côté, et je trouve qu'il n'y a pas de doute à avoir en fait sur Tadej Pogačar. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. FP, Julien? Non, mais c'est pas forcément des doutes qu'on a. C'est ce qu'on voulait dire, je pense, avec Julien. On va voir s'il me rejoint, mais c'est plutôt de dire que Remco Evenepoel nous a plus bluffé et nous semble en plus grande confiance et avoir une meilleure forme que Pogačar. Ouais. Pogačar, oui, il gagne Montréal, mais je veux dire, comme tu disais très bien, c'est que je pense qu'il peut être rattrapé et que je pense que le fait que ce soit Pogačar, il y a eu un petit peu une crainte supplémentaire des poursuivants pour pas aller le chercher en fait. Donc, je sais pas si Julien me rejoint là-dessus, mais je te rejoins là-dessus, et il faut voir un autre aspect, c'est que Evenepoel, il a déjà gagné. Il est déjà champion du monde à Zurich. Il va déjà y aller avec une pression en moins. Et il y a un autre facteur auquel on ne pense pas, c'est le nombre d'équipiers qu'aura Evenepoel par rapport à Pogačar. Quand je parle d'équipiers, d'équipiers capables de briller sur ce genre de parcours. Non, mais c'est vrai. c'est sûr que quand tu as un Maxime Van Gils avec toi au niveau de la Belgique, un Jasper Stuyven pour t'accompagner assez loin, même un 2+, on sait qu'il peut avoir les jambes, le Tige Bonnot, en face, t'as quand même pas n'importe quoi non plus. En face, on parle quand même de Primoz Roglic qui est là avec Pogačar, il y a Matej Mohoric, voilà, mais c'est vrai qu'il y a le collectif belge a l'air plus fort quand même que le collectif slovène. Après, une accélération de Pogačar et tout le monde est dans le vent, non, quand même? Oui, c'est bien possible. Mais encore une fois, c'est un parcours qui va être tellement exigeant que ça va vraiment être le plus fort qui va gagner. On dit toujours ça, mais là, c'est encore plus le cas parce que au-delà des équipiers, moi, je trouve que là où ça va être intéressant de voir, c'est aussi comment vont gérer les équipes qui sont derrière. L'équipe de Suisse, tu parlais avec Marc Hirschi, mais l'équipe de France également, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il faut une course forcément débridée pour mettre à mal ces champions, ou au contraire la Belgique, la Slovénie et d'autres équipes vont réussir à cadenasser ça jusqu'à ce que leur leader attaque? Ça va être ça aussi l'enjeu de cette course, je crois. Ça va être l'enjeu de la course, ça va être le contrôle. On en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer.
attention, à certaines parties du parcours, si t'es pas placé, tu peux être deuxième paquet assez vite. Hein, ça peut vite casser sur ce genre de parcours. Ah bah ça, les routes sont pas très larges. Madouas, il pourrait pas se placer, hein, ça c'est sûr. Hein, quand on sait déjà où est-ce qu'il sera Madouas sur ses routes. Hein, il sera derrière dans le peloton. Ça va être compliqué. Non, mais ça c'est vrai. Alors, Guillaume, un petit mot. Alors du coup, est-ce que si on ressortait un favori là, ce serait qui pour vous? Alors moi, je mettrais Evenepoel, Julien Evenepoel a priori. Evenepoel, ouais. Et Guillaume? Pogacar. Moi, évidemment. Non, mais je mettrais Pogacar déjà par le souci de vous contredire. Non, mais parce que en fait. Juste par ce souci-là, d'ailleurs. Mais juste ça. Non, mais en fait, il me paraît tellement énorme cette saison avec cette envie de marquer l'histoire et de marquer son temps que. Imagine si on a un gars qui fait qui gagne Bastogne-Liège, qui fait un doublé de Giro Tour, qui remporte les championnats du monde et le Tour de Lombardie dans la même année. C'est vrai que ça serait monumental, c'est le cas de le dire. Ce serait énorme. Ça serait énorme. Là où il y a une donnée, c'est que Pogacar n'a toujours pas été champion du monde. Oui, c'est aussi une donnée en sa faveur, contrairement à Van Der Poel et Evenepoel, qui sont les deux derniers champions du monde et qui, eux, ont déjà goûté au titre. Et je pense que Pogacar aura peut-être une étiquette bien collée sur lui, mais il sera pas le seul. Et ça, c'est ce qui peut le servir, contrairement à d'habitude où il est vraiment l'hyper favori. Là, il aura d'autres favoris. Et je pense que ça peut le servir vraiment. Mais il aura peut-être ce demi-watt de plus de rage pour aller conquérir ce premier titre de champion du monde. Là où par exemple Van Der Poel va débarquer certainement au Tour de Lombardie avec cette envie de se bagarrer face à Pogacar dans la lutte au monument aussi, tu vois, dans 15 jours, 3 semaines. Donc je pense qu'il y a plusieurs batailles à plusieurs étages, mais ouais, pour moi c'est plutôt Pogacar parce qu'il a prouvé cette année qu'il était capable de cibler ses objectifs. Et par exemple, à Paris, quand Evenepoel est champion du monde, Pogacar n'y est pas au départ. Alors ok, Evenepoel pourrait faire un quadruplé absolument gigantissime avec champion olympique du chrono de la course en ligne et champion du monde du chrono de la course en ligne la même année. Déjà faire 3 titres sur 4 comme ça, c'est incroyable. Mais j'ai vraiment hâte, je sais pas pour vous, j'ai vraiment hâte d'être au départ avec cette lutte que j'attends depuis quand même quelques temps entre Pogacar et Evenepoel sur une classique, sur des parcours qui leur correspondent. Je les ai pas vraiment vus. Et ce qui me fait dire aussi que Van Der Poel est légèrement derrière, c'est parce que Pogacar a battu Van Der Poel sur un parcours du Tour des Flandres qui est plutôt aussi à l'avantage d'un Van Der Poel. Tiens, juste un mot, est-ce que vous êtes... alors moi j'étais surpris de la liste belge, à moins qu'il y ait une info qui m'ait échappé et j'ai pas trouvé. Thibaut Nice qui est absent, ça vous surprend? Il est peut-être aligné avec les espoirs. Il n'y est pas chez les espoirs. Je viens de regarder pendant qu'on y est, tu vois. Il n'y est pas chez les espoirs. Ouais, Thibaut Nice, il attendra son tour. Parce qu'il y a un Evenepoel et je pense qu'il n'y a pas de place pour deux leaders. Je pense que quand tu regardes la start list de la Belgique, Evenepoel, Kampenaerts, Wellens, Stuyven, Benoot, Van Gils, Hermans de plus. Bon, t'as un hyper leader, un gars qui est capable de suivre assez loin et puis après des équipiers qui vont tirer des grands bouts droits. Voilà, je suis surpris et pas surpris à la fois. C'est un peu ambigu, mais je suis surpris parce que c'est vrai qu'il a une énorme forme sur la fin de saison et pas surpris parce pour moi, il a pas de référence au niveau World Tour sur les grosses courses. Allez, passons maintenant à l'équipe de France. Alors, je vais vous parler de la sélection qui a pas fait trop de débats, je pense, très honnêtement. On a Julien Lafilippe, Romain Bardet, Julien Bernard, Romain Grégoire, Valentin Madouas et David Gaudu. Évidemment, Choucho Gaudu qui est là par après sa belle victoire au Skoda Tour la semaine dernière. Rudy Mollard qui est en forme aussi, qui revient bien en forme. Et puis Pavel Sivakov qui a aussi fait une belle Vuelta. Alors, vous pensez quoi de la sélection déjà? Est-ce que vous êtes surpris? Alors, de mon côté, je vais donner un avis clair, c'est que pour moi, c'est la meilleure sélection du moment, avec les formes du moment. Je pense pas qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Est-ce que, Julien, toi, t'es d'accord avec ça? Quand je vois l'effectif, j'ai toujours cette petite question en tête quand je vois un effectif d'équipe de France homme. Quelle dinguerie prépare Thomas Voeckler? Ça, c'est toujours, quand je vois un effectif d'équipe de France, je dis, qu'est-ce qu'il va nous faire Thomas Voeckler avec ça? À aujourd'hui, c'est la meilleure équipe possible. Il y a du Grégoire qui peut aller faire l'échappée matinale ou bosser dans les bosses, du Alaphilippe, du Gaudu qui est en pleine forme, du Rudy Mollard qui est super bien revenu de sa grave chute du mois de janvier. Non, je pense que sur le papier, cette équipe, elle me plaît. Guillaume? Ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Julien. C'est l'équipe du moment où tu vois, par exemple, un David Gaudu qui, dans un premier temps, était réserviste finalement dans la start list officielle. Quand tu vois la forme qu'il avait sur la fin du Tour d'Espagne, c'est
juste logique. Un Alaphilippe qui a aussi cette petite forme ascendante et qui est capable de se mettre au service du collectif quand il faut. Un Romain Bardet qui sur ce parcours-là peut forcément briller, vice-champion du monde à Innsbruck en 2018 derrière Valverde. Il va faire deuxième de Liège-Bastogne-Liège cette année. Julien Bernard aussi, équipier modèle. Enfin, vraiment, je trouve que c'est hyper équilibré et quelle dinguerie va nous faire Thomas Vauclair. Dans un rôle d'outsider, finalement, on n'a absolument rien à perdre. Oui, c'est ça. En fait, ce qui va être aussi intriguant, c'est surtout comment on rend la course folle. Parce qu'en fait, c'est ça l'équipe de France. Elle peut pas gagner à la pédale face à Evenepoel, Pogačar et même Van Der Poel peut-être, mais ou même à Hirschi aujourd'hui. Mais en fait, c'est ça, c'est à quel point cette équipe, elle peut rendre la course imprévisible et surtout avec qui elle va rouler. Parce que c'est ça aussi la question. Est-ce que il va falloir faire jouer tous les coups à fond, quitte à perdre face à un Van Der Poel par exemple dans une échappée, ou au contraire ne pas rouler quand c'est Evenepoel, Pogačar seulement. Enfin, qu'est-ce que vous voyez vous? Alors, Guillaume. Moi, justement, ce que je trouve hyper intéressant, j'étais en train de re-regarder la composition, c'est qu'en fait, là où dans d'autres équipes, on a parlé de la Belgique où tu as un hyper leader, la Slovénie où je pense que Roglic il vient en décontraction totale sur les championnats du monde pour rouler pour Pogačar. La France, en fait, s'il y a des mouvements de course, moi, si je suis les autres équipes et que je vois soit Alaphilippe, soit Bardet, soit Grégoire, soit Madouas, soit Gaudu, soit Sivakov devant, je suis pas serein. J'enlève un peu Bernard et Mollard un peu en retrait par rapport aux autres. Je suis vraiment pas serein parce que je me dis que tous ces gars-là que je viens de citer, ils sont capables d'aller très loin, ils sont capables de faire la différence et il faut vraiment pas les prendre à la légère. Julien ? Pour moi, l'effectif, j'en vois deux qui vont être là vraiment deux qui vont ressortir de là pour travailler. Et c'est pas leur faire injure de dire qu'ils sont pas leaders ou autre, hein, mais Rudy Mollard et Julien Bernard seront là pour aller chercher les coups, pour rouler, pour faire du cocooning sur Alaphilippe, Gaudu, sur les gros leaders. Après, je te rejoins sur le fait que quand tu auras les gros français, en talent je parle, ça va commencer à cogiter dans certains crânes de directeurs sportifs étrangers. Ouais, je suis curieux de voir un peu aussi la réaction des adversaires parce que c'est ça aussi, l'équipe de France a beaucoup surprise lors des dernières courses. Est-ce qu'après il n'y a pas un plan anti-français qui va se mettre en place ou au final, c'est vrai qu'apraprès quand tu as Evenepoel qui accapare tout, on n'est pas toujours un peu caché derrière au final, c'est pas le bon rôle qu'on a. Je suis pas sûr qu'il y ait de plan anti-français. On a surtout. Je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout. Je vais argumenter, c'est parce que je pense que l'équipe de France, il aurait pu avoir un plan anti-français si encore Alaphilippe était au sommet de son art. Ce qui n'est plus du tout le cas. On n'a pas un favori de la trempe d'un Pogačar ou d'un Evenepoel. Donc la France se retrouve déclassée par rapport à la Belgique et à la Slovénie. Et les Pays-Bas. Je vais mettre Van Der Poel aussi dedans. Ce qui veut dire que sans prendre de haut la France, en fait, ils vont pas pouvoir courir après tous les lièvres. Et c'est là où la France aura une chance à jouer. Mais on va voir comment ça va se passer. Moi, je pense que s'il y a des plans anti, ce ne sera pas des plans anti-France. Des fois, peut-être plus des plans anti-Slovénie, voire même carrément anti-Pogačar, anti-Van Der Poel, anti-Evenepoel. Et attention. Et peut-être l'initiative de la France, justement. Des initiatives de la France. Alors moi, je regardais un peu les start lists. Attention peut-être à un Tom Pidcock qui peut s'amuser de la situation aussi. C'est vrai, avec une équipe une équipe de Grande-Bretagne quand même intéressante. Hein. Ouais, mais Tom Pidcock, j'attends beaucoup de lui aussi, parce que Tom Pidcock, à chaque fois qu'on l'attend, il déçoit un tout petit peu quand même. Moi, cette année, je suis frustré de l'année de Tom Pidcock quand même. À part le côté champion olympique, évidemment, mais je veux dire, sur route, c'est un peu le mot frustration qui me revient quand on parle de lui. C'est dur pour lui comme parcours. Bon, c'est dur déjà, mais en plus, surtout, il est en crise de confiance. L'équipe Ineos est en crise de confiance. J'ai l'impression que cette équipe, elle est maudite et du coup, à travers ça, les coureurs sont maudits aussi, quoi. Ils n'ont pas eu beaucoup de facteurs chance cette année, j'ai l'impression, les Ineos. Ah non, ça c'est clair. Ah oui. Il y a une crise en interne chez Ineos. Mais la chance est aussi provoquée par la forme. Hein. C'est bête à dire, mais quand t'es pas non plus en confiance parce que t'es pas bien, ta malchance, elle s'accumule, quoi. Ça c'est vrai. Et après, moi je trouve que du côté des Anglais aussi, c'est un Williams aussi qui est intéressant. Oui. On sait qu'après, est-ce qu'un parcours comme ça, c'est pas un peu trop dur pour lui? C'est la question aussi. Parce qu'il y a beaucoup de coureurs en fait, qu'on pourrait citer. Il y a quand même beaucoup de coureurs qu'on pourrait citer dans ces outsiders, mais on ne sait pas trop ce qu'ils valent sur un tel parcours en fait. On n'a pas cité les Espagnols dedans. Bilbao, Mas qui sont là, par exemple. La sensation Pablo Castrillo.
Ouais, effectivement, Ayuso aussi qui sera présent. Donc ça va L'équipe être intéressant intéressante, aussi côté espagnol. Ouais, non, mais Vincent, Ouais. c'est toujours Mais- pareil. Moi, je pense que s'il y a une course offensive, il y a plein d'équipes qui doivent s'engouffrer dans cette brèche. Il n'y a pas que l'équipe de France. Et c'est ça qui va être utile pour les Bleus. C'est aussi de se dire, bah, ok, il y a d'autres équipes qui auront intérêt à rouler en fait. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que le contrôle côté belge et slovène, bah, ça peut vite être contré par 2-3 équipes qui veulent les embêter, quoi. Après, moi, je me méfierais. Non, c'est pour déconner ce que je veux dire, mais bon. Attention à Rui Costa, s'il reste dans un groupe, Oh un là petit là, peu ouais. version Florence. Bienvenue en 2015, Julien. Nous allons parler des championnats du monde de. 2013. De Florence. 2000. C'était 2013, ouais, Florence. Bah, c'est Costa, c'est 2013. Oui, Oui. il fait la nique à Joaquim Rodriguez et Valverde, non? Voilà, Ils sont derrière dans sur le le final. podium. Après, très honnêtement, Julien, je veux pas dire, mais je pense que Larry Costa, il a peu passé son temps, surtout sur un parcours comme ça, je crois. Là, c'est un peu trop dur. Ah, je pense qu'il va être dans la matinale, pour ça. Ah oui, dans la matinale, tout à fait, t'as tout à fait raison. Mais après, je sais pas si. Alors, s'il y a vraiment une bagarre et Non, si non. la matinale va pas au bout, je donne pas cher de la peau de notre ami Rui Costa quand même. Hein. Non, je pense pas. Bon, allez, Julien, vu que tu as eu la C'était- parole, et on va juste passer quand même aux filles parce que le temps passe vite. Chez les filles, alors, on est sur un parcours donc similaire un peu aux hommes, mais moins long évidemment, 155 km de Uster à Zurich. Donc pour ces championnats du monde, ce sera samedi, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis, alors, les favoris habituels, j'ai envie de te dire, Julien. Après, je vois un côté ultra favorite. On est quoi sur du demi-volering, évidemment. Ah, sur du demi-Vollering qui va avoir un gyrophare sur la tête. C'est ce que j'allais te dire. Sur du Kopecky qui peut passer sur ce parcours, non, elle surprend tout le monde. Hein. Longo Borghini, tu penses que c'est aussi possible? Longo Borghini, ça peut être son style de parcours aussi. Là, elle a fait pour sa course de reprise, elle termine deuxième en haut de la citadelle de Namur, on voit plus de Wallonie. Donc c'est qu'elle a quand même un petit peu de forme. Et pourquoi pas pour venir aussi jouer sur ce genre de parcours une Liane Lippert qui est pas mal en forme aussi en cette fin de saison. Alors par rapport à l'équipe de France, hein, je vais faire la sélection des Bleus. Marion Bunel, pardon, Léa Curigné, Pauline Ferrand-Prévot, on va en parler longuement juste après. Cédrine Kerbéol, Juliette Labousse, Evita Music et Jade Viel. Alors je voulais juste faire un focus sur Pauline Ferrand-Prévot. Est-ce que toi, Julien, tu crois à cette théorie que certains voient, on va dire, entre la guide, on va dire, qui serait là et qui pourrait faire un gros résultat ce samedi? Alors pour moi, c'est l'énigme, Pauline Ferrand-Prévôt. Est-ce que elle va être en super forme et aller jouer tout de suite avec les Vollering pour sa reprise sur route après quand même 5 ans sans course, sans s'aligner sur des courses sur route, ou alors et ça va être un peu comme en foot, le point de fixation. Tout le monde va surveiller Pauline Ferrand-Prévôt parce que personne ne s'attend à ce qu'elle puisse faire et ce qui peut sourire à d'autres coureurs, notamment dans la section française. Tu mets 2-3 coureurs sur une Ferrand-Prévôt, ça te laisse de l'espace pour jouer avec Labou et Vita Music. Ouais, Kerbéol, t'en penses quoi, toi? Kerbéol, ça peut passer après. En échappée, non, plutôt? En échappée, elle avait envie de se rattraper de son chrono aussi, qui était pas non plus exceptionnel. Moi, s'il y a vraiment une que j'attends de voir sur une longue distance comme ça, sur un parcours comme ça, et qui peut créer la surprise, hein, vraiment, c'est la petite Bunel, Marion Bunel. La pépite. Ah, ça évidemment, exactement ce que j'allais dire, Marion Bunel. Alors, parce que j'allais faire une transition avec Pauline Ferrand-Prévôt, Marion Bunel. On a un peu cette transition, cette transmission en fait entre les deux générations quand même. Pauline Ferrand-Prévôt qui est plutôt jeune et Marion Bunel, 19 ans, voilà, qui est chez Saint-Aubert cette année, Saint-Michel Aubert pardon cette année, qui part chez la Jumbo, hein, je me trompe pas l'année prochaine. Hein. Oui. Et C'est les rumeurs. oui, c'est la Visma, pardon. Oui. J'ai eu trop de Jumbo. Ouais, non, mais FP, c'est parce qu'il voit ses posters Jumbo. Ouais, c'est ça. J'en Et les casquettes ai marre, moi, dans sa chambre bien alignées comme ça. J'en ai marre, ces trucs Jumbo là partout. Et les bidons qu'il donne à sa fille. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que ce côté aussi transmission, ça va être aussi intéressant à voir parce que Marion Bunel, c'est la nouvelle génération, c'est celle qu'on attend en fait. C'est un peu la Paul Sexas française. Alors, Marion Bunel, et alors il y a aussi une course qui sera dans la course, que tout le monde semble ignorer, donc c'est la seule catégorie qui court en même temps que les élites. Elle peut peut-être aller chercher monter sur la boîte en U23. Hein. Ouais, chez les espoirs. Et oui. Ce sera qui sa plus grande concurrente? Écoute, peut-être encore une. Pourquoi pas une des surprises de cet automne, hein, une Hashimi, Fariba Hashimi, l'Afghane.
Effectivement, qui a été, je crois qui est d'ailleurs en Suisse, si je me trompe pas. Je crois que c'est à Aigle qu'elle a commencé Qui est au World Cycling Center, dans l'équipe World Cycling Center. Effectivement. Et Nive Bradbury, chez les Australiennes. Nive Bradbury, chez les Australiennes. Van Anrooy sera non partante. Fisher Black n'est plus 23, mais attention à sa coéquipière et la Wiley. Ouais, donc finalement, Mario Bunel a vraiment sa chance, mais après, comment elle va se comporter sur une telle distance? C'est peut-être un peu ça pour son jeune âge, la limite, sa limite, c'est la capacité à gérer la distance, sachant qu'au final, sa capacité à grimper, on la connaît en World Tour. Elle s'en sort bien en World Tour, elle finit le Tour de France relativement bien sur l'Alpe d'Huez, sur un dénivelé, la dernière étape du Tour et le championnat du monde sera plus ou moins le même dénivelé. La distance 154, elle dépasse. Donc, ce sera vraiment le facteur fraîcheur pour elle qui sera à voir, vraiment. Guillaume, t'en penses quoi? Alors, t'attends quoi cette course féminine? Bon, je pense qu'on va avoir les mêmes duels que le reste de l'année, avec 3 grosses favorites pour moi, avec Demi Vollering qui vient quand même de faire si je me trompe pas, vice-championne du monde du chrono derrière Grace Brown, Lotto Kopecky qui a quand même tendance à être de plus en plus performante sur ce genre de parcours avec beaucoup de dénivelé, et puis Elisa Longo Borghini qui, mine de rien, est toujours placée et je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est la favorite. Je sais pas pourquoi, je me dis qu'elle peut profiter d'un temps de marquage. Elle a la capacité de grimper, d'attaquer, d'avoir une bonne pointe de vitesse. Pour moi, elle a ce qu'il faut dans la patte pour aller l'emporter. Je sais pas. Julien? Je sais pas si tu te souviens, quand on a présenté les jeux, je t'avais donné la stratégie à suivre. Bon, c'était pas Longo Borghini qui était dans le bon coup, mais Faulkner. Et je pense que je peux rééditer ce même schéma de course à la fin. Vollering, échappé avec Vollering et Kopecky. Et comme les deux ne sont plus les meilleures copines du monde, les deux SD Works, un petit coup de Longo Borghini et les deux qui vont se regarder. T'as pas une Marianne Vos qui va traîner dans les coins aussi pour enterrer tout ça? Non, Marianne Vos, alors sur un tel parcours, alors pas forcément. Alors moi, j'attends de voir Marianne Vos sur ce genre de parcours, parce que elle fait quand même un Tour de France honorable. Son étape du Grand Bornand parle pour elle. Je me suis promené sur Strava l'autre jour, et elle a quand même été faire des sorties de 160 bornes à 2700, 2800 mètres de dénivelé du côté d'Andorre ces derniers week-ends. Ça va. C'est la grande mode Andorre. T'achètes un appartement, tu reviens avec des clopes, pas pour les cyclistes. De l'alcool pour fêter les titres. Ouais. Bon, on a fait, je pense, le tour des championnats du monde. On va juste dire un dernier mot quand même pour terminer ce podcast sur les Europes qui ont eu lieu il y a 2 semaines maintenant. Attendez, 2 semaines. Ouais, il y a 15 jours. Maintenant 15 jours, avec alors évidemment des déceptions. On pointait du doigt ça, on voulait en parler quand même. Les déceptions françaises. Est-ce qu'on peut parler de déceptions chez les femmes, Julien? Clara Copponi 4e notamment. Est-ce qu'on est sur une déception ou pas? Moi, je pense qu'on est plus sur de l'inattendu. Quand tu voyais la start list des sprinteuses au départ. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire sur le sprint? Il y avait forcément mieux à faire avec le recul. Tu t'essaies pas de sortir à 250 mètres, mais à 200. Tu restes dans la rue de mon idole, Daria Pikulik. Tu fais 3. La Polonaise 3e. Polonaise commence à s'affirmer vraiment dans le Gotha du sprint. Ça, c'est quelque chose à voir dans les années à venir, mais elle est sortie un peu trop tôt. Il y avait peut-être un peu plus intelligent à faire, mais bon, je pense que. Et on rappelle un championne d'Europe, Lorena Wiebes. Wiebes qui était de toute façon injouable avec son équipe qui allait chercher tous les coups qui partaient. Donc, c'était clairement tout pour Wiebes. Même s'ils l'ont perdu un petit peu dans le final, qu'elle s'est retrouvée un peu esselée, elle fait aussi partie de ces coureurs qui ont besoin d'un train, et si elle n'a pas de train, ça passe quand même. Et du côté des hommes, alors là, c'est grosse déception quand même, parce que Arnaud Démare 9e, course difficile, c'est Tim Merlier qui est champion d'Europe pour les Belges. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette place, Guillaume? Franchement, 9e. Je me suis juste trompé sur la place. Je crois que c'est Laporte qui fait 9e. Je t'ai noté une mauvaise information. C'est de ma faute. Ça me revient en tête. C'est que Laporte fait 9e et Démare fait 11e parce qu'il n'arrive pas à se sortir de la roue de Laporte dans le final. Ça me revient. Non, mais pour réagir, oui, c'est ça. Pour réagir, c'est que
Laporte, s'il avait voulu jouer sa carte, il aurait pu faire top 5. Desmar ne peut pas faire mieux allez, on va dire une 8-9e place dans la forme qu'il est dans sa carrière actuellement. Il ira chercher en continental sa 100e victoire en carrière dans pas longtemps, il en a 96 ou 17, je sais plus. Il a remporté Paris-Chauny il y a quelques jours, je crois qu'il en a 96. Non, maintenant 97, il me semble. Ou 97, ouais, c'est ça alors. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise parce que au final, il n'y avait pas vraiment mieux à faire. Championnats d'Europe qui ont été remportés par Tim Merlier, qui s'impose là aussi dans un sprint pour costaud où ça a emmené vraiment de la grosse bracasse. C'était assez ouais, c'était la puissance, hein, pure. Oui, c'est ça. Puis c'était une course. Alors, il y a eu un passage intéressant dans la course avec des mouvements, mais après, sinon, c'est vrai que c'était une course assez classique d'une étape de plaine du Tour de France à la fin, quand même. On va pas se cacher que c'était pas le championnat d'Europe où on l'a plus vibré, quand même, les gars. C'est Joe Millen, en fait, qui fait 13e et qui arrive pas à se sortir de la nasse. La surprise, elle est là, parce que pour le reste, oui. Le résultat final avec Merlier devant. Alors, Olaf Koy, 2e, ça c'est normal, mais Madis Mikkels, l'Estonien, énorme 3e. D'ailleurs, je pense que c'est le premier médaillé chez les Estoniens dans un championnat depuis peut-être un Jan Kirsipu qui a dû être médaillé au début des années 2000, non, dans un championnat. Oh, certainement, je pense. Hein. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'Estoniens qui me viennent en tête à part Rein Taramae, mais je crois malheureusement qu'il a pas été médaillé. Qui me reviennent en tête. Mais non, pareil, il y a pas trop de surprises. Il y a pas trop de surprises et au final les Français, quand je vois qu'on n'envoie personne du côté des jeunes pour faire les contre-la-montre, c'est ça, hein, personne en contre-la-montre ni en ah bah chez les grands non plus, hein, t'inquiète pas. Contre-la-montre. Ouais, personne. Alors personne. Ah non, chez les grands non plus. Ah mais femmes non plus. Voilà, avec que pour les courses en ligne. Et on envoyait des jeunes dans les courses en ligne, j'ai plus de souvenirs. Alors chez les femmes, je te dirais oui, avec Géry qui fait 4. Ok, donc c'est bien, le contre-la-montre, on n'a pas du tout besoin de le travailler en France. C'est vrai que c'est pas du tout une discipline la preuve que non, Guillaume, on est champion du monde avec Paul Sexas, tu crois qu'on a besoin de travailler ou pas? Non mais c'est vrai, il y a pas, tu sais, on n'a pas, parce que c'est vrai que à mettre au crédit, et c'est le seul crédit que je mets à la Fédé française qui a peut-être besoin justement d'un crédit, c'est que ils ont essuyé de nombreux refus de la part des équipes pour envoyer tel ou tel coureur au championnat d'Europe. Là, voilà, c'est le seul crédit que je mets à la FFF. Mais quand je vois qu'on est la Fédération française du cyclisme, bon, quand t'es l'équipe de France, on est la Fédération française du cyclisme, de France, tu vas trouver des coureurs. On ne peut, comment dire, on n'a pas assez d'argent pour envoyer des coureurs au championnat d'Europe. Et tu sais quoi, tu fais comme les Belges, tu vas chercher un jeune là en continental et tu le fais progresser et tu fais comme ça. C'est scandaleux de pas envoyer quelqu'un franchement au championnat d'Europe. Ok, on était aux Jeux Olympiques 3 semaines avant, on n'avait pas d'argent pour aller au championnat d'Europe. Non mais sérieux, les gars, ils avaient juste à aller en voiture à passer à la frontière belge. Mais c'est scandaleux. Il y avait le déplacement, hein, Guillaume, c'est loin. Oui, c'est très loin. Oui, en effet. Quand tu vas faire tes Flandriennes, c'est pas loin du tout aussi. Le truc, c'est que les parents d'FP, ils ont pas voulu qu'ils mettent leur tente dans leur jardin, c'est tout. Ah. Tu crois quoi? Il y a plus de place maintenant, c'est fini. Hein. C'est devenu ultra coté maintenant. Le prix du mètre carré bien sûr, avec le Carrefour de l'Arbre, évidemment. Tout le monde veut venir maintenant. Ils y prennent à l'avance comme les concerts de Mylène Farmer. Voilà. Bon, bref. Merci en tout cas Julien Després, Actu Cyclisme Féminin, je le rappelle, d'avoir été avec nous. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Aussi pour parler de ces championnats du monde. Et puis évidemment, vous retrouvez tous les épisodes de Vélo Podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, Spotify et toutes les bonnes plateformes également sur YouTube. Allez, ciao à tous et bon championnat du monde. Ciao à tous. À dans quelques jours pour le débrief. Ciao, ciao.